Un matin à la truite grise, avec un laitier de Ville-Jacques-Cartier. Le 18 juin 1989, M. Charland, accompagné de son client, pêche dans les eaux profondes du lac. Soudain, son sonographique lui retransmet l'écho d'une masse sous-marine importante qui remonte droit sur eux. Tout d'un coup, j'ai dit à M. Hamel, j'ai dit, fais attention, j'ai dit, je pense qu'on va le virer en envers. Il dit, qu'est-ce que tu veux dire par là? Sur le sonore, il venait justement d'enregistrer là, une grosse masse là, qui n'était pas naturelle. Pour la bonne raison, j'étais assez accoutumé à passer à ce place-là. C'est pas une roche, c'est pas ça. Fait que j'ai dit, tiens, le bateau, ça va arriver. Mais contre toute attente, la bête émerge à quelques mètres de la chaloupe. Charland et son compagnon peuvent à loisir détailler la bête. Elle a une tête semblable à celle d'un hippocampe et sa peau est foncée et luisante. En m'en allant, j'ai vu que c'était sa grosseur d'un cheval environ. Puis une queue qui est à peu près de 12 à 14 pieds. Et puis ça avait deux pattes en avant. Il était debout. Et puis quand j'ai pas couru après, mais j'ai cherché à le voir de plus près. J'ai mis le moteur au bout. Et puis quand on est arrivé à peu près à 150-200 pieds de lui, il a plongé. Si pour certains le monstre ne serait rien d'autre qu'un grand poisson de fond, comme un esturgeon, M. Charland et beaucoup d'autres sont convaincus du contraire. Non, non, c'est un phénomène, ça. Puis pas l'avoir vu, je vous dirais, je l'ai pas vu, mais je l'ai vu de mes propres yeux. Propres yeux, là, c'est dans le normal. Puis l'autre gars qui était avec moi, il l'a vu, lui, avec. Lui, il voulait plus retourner, il voulait plus retourner sur le lac. Ils dit, on va pareil ici, puis on va s'en aller. À cette heure, je ne sais pas s'il y en a plusieurs dans ce lac-là, mais je n'ai vu un une fois, puis je vais monter en plus en revoir d'autres. Si aujourd'hui la présence d'un grand animal aquatique dans les eaux du lac Memphremagog est à peu près acquise, son identité zoologique est en revanche loin d'être établie. C'est difficile à dire parce que on est en 2005 et la semaine dernière, je lisais dans le journal Actualité qu'on venait encore de découvrir des nouvelles espèces d'animaux sur la Terre. Là, je ne vous parle pas là, dans l'eau, sur la Terre. Et la même chose dans l'eau, on découvre des milles et des milles de nouvelles espèces d'animaux dans l'eau à tous les ans. Alors, c'est pas facile de se prononcer sur ça, parce qu'on n'a jamais encore trouvé qu'est-ce que c'était, disons, les monstres marins à travers le monde. Lac Memphremagog. And it's your vacation? Oui. My vacation dans la belle Provence. Ben ouais. Ces images proviennent d'une bande vidéo amateur tournée le 12 août 1997 par une vacancière, Patricia de Brouin-Fournier, et son mari. Alors que le couple pêche tranquillement en cette belle journée, quelque chose d'insolite va se produire. À ce moment-là, mon épouse filmait comme elle le fait souvent. Nous avons soudain aperçu une vague créée par un objet. Nous l'avons observée pendant 10 ou 15 secondes, puis elle a disparu comme si l'objet qui en était responsable avait replongé. C'est un très court clip. C'est bizarre. Vraiment bizarre. L'objet se déplaçait beaucoup trop vite pour être un tronc d'arbre. Pour moi, il est clair que c'était un objet animé qui faisait cette vague à la surface. Je ne saurais dire s'il s'agissait d'un poisson, mais si c'est le cas, il devait être très gros. Mais de ce que j'en sais, les poissons de cette taille ne nagent pas comme ça juste sous la surface. Mais je ne sais pas. Je n'ai aucune idée de ce que c'était. Ce film sera soumis à des experts qui s'avoueront incapables d'identifier la bête du lac. Esturgeon bicentenaire? Dinosaure échappé du parc Jurassique?
espèce lacustre inconnue? Toutes ces hypothèses semblent les plus improbables. Mais improbable n'est pas impossible. Sherlock Holmes disait, une fois que vous avez éliminé l'impossible, ce qui reste, même improbable, doit être la vérité. Lorsqu'il est question d'enquêter sur ces phénomènes étranges, comme celui du monstre du lac Memphremagog, la recherche se fait piéger dans un cercle vicieux. Pour obtenir une preuve convaincante, les chercheurs ont besoin d'équipements, de moyens et d'une logistique importante. Un genre d'enquête qui nécessite d'importants déboursés. Mais sans preuve digne de ce nom, aucun bailleur de fonds n'est prêt à investir dans ces recherches. Et sans investissement, il est impossible de prouver ces phénomènes. Et pourtant, ces histoires de pêcheurs persistent. En parcourant les annales des cryptozoologues, ces passionnés qui s'intéressent aux espèces légendaires et à celles officiellement disparues de la surface du globe, la Terre paraît un endroit bien étrange. Des forêts de la côte ouest de l'Amérique du Nord aux profondeurs abyssales du Pacifique, il existerait des dizaines de créatures fabuleuses encore inconnues de la zoologie. Qui n'a pas entendu parler du monstre du Loch Ness ou du Yéti, l'abominable homme des neiges de l'Himalaya? Il y a aussi leurs cousins plus discrets, comme le Mokele Mbembe, un dinosaure nain qui vivrait dans les forêts du continent africain. Ou encore les Thunderbirds, ces oiseaux géants sortis tout droit des mythologies amérindiennes. Alberta, 1925. Deux touristes accostent avec leur canot sur la rive d'un lac, un endroit paradisiaque au pied des montagnes rocheuses. Alors qu'ils sortent leur embarcation de l'eau, ils remarquent un grand oiseau brun, très haut dans le ciel. D'où il se trouve, ils supposent qu'il s'agit d'un aigle. Mais plus ils se rapprochent, plus ils ont l'impression que sa taille est démesurée. L'oiseau semble transporter un gros objet. Comme l'animal fonce droit sur eux, les touristes se mettent à hurler pour le distraire. Le volatile, peut-être effrayé par cette soudaine agitation, laisse alors tomber sa prise, puis disparaît derrière une colline proche. Les deux hommes se précipitent à l'endroit où est tombée la proie. À leur grand étonnement, il ne s'agit ni d'un lièvre ni d'un écureuil, mais d'un animal de bien plus grande taille. Ils apportent la carcasse à l'agent du parc pour la faire peser. Résultat, 6 kilos. Qu'un oiseau de proie puisse emporter dans les airs une prise d'1 ou 2 kilos, c'est déjà extraordinaire. Mais une proie de 6 kilos, c'est très improbable. À moins qu'il ne s'agisse d'un oiseau hors du commun, comme ces légendaires Thunderbirds, si souvent évoqués dans les légendes amérindiennes. Les Thunderbirds sont d'immenses oiseaux prédateurs, dont l'envergure des ailes est au moins 2 fois plus étendue que celle du condor des Andes, que l'on retrouve en Amérique du Sud, et qui est considéré comme le plus grand oiseau au monde. Les références historiques relatives à l'existence d'oiseaux géants ne manquent pas. En Amérique, la plupart des traditions autochtones parlent d'oiseaux géants. On en trouve des représentations dans l'art pictural amérindien et dans les totems. En fonction des communautés autochtones, ces oiseaux géants portent divers noms. Dans la culture populaire, on les appelle les Thunderbirds. Leur nom le plus populaire est Thunderbird. Au printemps, lorsque les tempêtes frappent les régions du Nord, que ce soit la région des Grands Lacs ou la côte du Nord-Ouest Pacifique, de l'Ontario à la Colombie-Britannique, on raconte que le vol migratoire des Thunderbirds les amène à nicher dans ces régions. Et c'est ainsi que les Amérindiens sont venus à désigner ces endroits comme étant les lieux où venaient nicher les Thunderbirds. À en croire la tradition autochtone, les Thunderbirds auraient disparu un peu avant l'arrivée de l'homme blanc en terre d'Amérique. Toutefois, des témoignages semblent indiquer que certains de ces immenses volatiles auraient peut-être survécu jusqu'à nos jours. En septembre 1974, Daniel Caron de Louvicourt au Québec arrive chez lui. Il aperçoit un gros oiseau s'abreuvant dans une mare d'eau. Très étonné de la taille du volatile qu'il estime à plus d'1 mètre, il court alerter sa sœur. Les deux jeunes gens décident alors de s'en approcher.
mais le volatile découvre leur présence et s'envole aussitôt. Le lendemain, leur voisin aperçoit à son tour le même gros oiseau. Dès qu'il tente de s'en approcher, l'animal s'envole. « 24 heures plus tard, Suzanne Caron le revoit dans sa cour. Elle crie à son voisin que l'oiseau est de retour. Barry! Là! Le jeune homme se précipite avec sa carabine de calibre 22 et fait feu sur le volatile, sans toutefois le toucher. Au bruit des détonations, l'oiseau s'enfuit en battant lentement des ailes. On ne le reverra plus. En 1977, en Illinois, s'est produit une affaire célèbre. Un jeune garçon de 10 ans, Marlon Lowe, a été agrippé par un oiseau géant et emporté sur plusieurs dizaines de mètres avant d'être relâché. L'affaire s'est produite devant ses camarades de jeu et plusieurs adultes. Tous ont été témoins. Pour les zoologues, les Thunderbirds ne sont que des animaux de légende. Les récits s'expliqueraient vraisemblablement par des condors de Californie, des aigles royaux ou des vautours vus dans des conditions particulières ou par des observateurs inexpérimentés. Mais la surprise et l'inexpérience des témoins n'expliquent pas tout. Certains de ces récits proviennent de pilotes d'avion qui auraient croisé ces mystérieux volatiles. Si aucun oiseau de la faune actuelle ne correspond aux descriptions des Thunderbirds, il n'en a pas toujours été ainsi. Il y a des milliers d'années, le ciel de l'Amérique du Nord était sillonné par d'immenses oiseaux, les teratornes. La présence des Thunderbirds est souvent liée aux vautours teratornes, dont l'existence est connue via les fossiles. À une époque, ces oiseaux étaient très répandus, comme le prouve la découverte de nombreux fossiles, et ce, particulièrement en Californie. L'envergure de ces oiseaux pouvait facilement atteindre 5 à 6 mètres. On a même trouvé des fossiles qui suggèrent qu'ils pouvaient être encore plus grands. Ce sont là d'excellents candidats pour expliquer l'existence actuelle des Thunderbirds. Si la plupart des témoins s'accordent pour dire que les Thunderbirds ressemblent à des aigles gigantesques, d'autres parlent plutôt d'oiseaux semblables aux teratornes. En octobre 2002, des autochtones d'Alaska ont rapporté avoir vu un oiseau aussi grand qu'un avion et ressemblant à un ptérodactyle. À la même époque, Nina Fulford, une artiste de New Westminster en Colombie-Britannique, a vu elle aussi l'un de ces mystérieux ptérodactyles. Il était immense, avec des ailes énormes. On aurait dit qu'il volait au ralenti. Son cou était très long et sa tête, très petite, portait une crête. Ses pattes étaient minces et pendaient. Sa queue était longue et se terminait avec un appendice en forme de V. L'idée que des ptérodactyles aient survécu jusqu'à nos jours relève de l'utopie. Pourtant, de nombreux témoins jurent que c'est exactement ce qu'ils ont vu. Pour les sceptiques, seule une preuve matérielle pourrait clore le débat. Or, en dépit des centaines de témoignages, aucune preuve convaincante n'a jamais été présentée. Ni spécimen, ni carcasse, ni plume. Quant aux clichés et films montrant de soi-disant Thunderbirds, ceux-ci sont loin d'être convaincants, quand ils ne sont pas tout simplement de vulgaires trucages. Mais qui sait ce que tous ces témoins ont réellement vu? Volant, nageant ou rampant, les animaux mythiques, réels ou imaginaires, fascinent par leur caractère intemporel. Ils sont de toutes les cultures et de toutes les légendes. C'est justement cette omniprésence à travers les âges qui amène les cryptozoologues à conclure qu'il n'y a certainement pas de fumée sans feu. Après tout, des témoins sur des décennies, voire des siècles, ne peuvent pas tous s'être trompés à ce point. Quand l'inconnu ébranle jusqu'à notre confiance en ce monde, notre imagination s'emballe. Mais les vrais mystères, ceux qui défient toutes les explications rationnelles, ne sont-ils pas une porte ouverte sur la véritable connaissance ?